Ah, ok, démarrement de l'enregistrement, je crois qu'on est prêt. Euh, Bonjour à tous, et si vous êtes nouveau, salut. Si vous êtes nouveau, j'espère que vous allez rester. Hein. J'espère que ceci sera la raison pour laquelle vous allez dorénavant de temps en temps consulter la plateforme. Et voilà quoi, aujourd'hui rapidement nous allons parler d'une petite notion qui est quand même très importante, petite notion mais très importante, à savoir la différence entre un process et un trade. Donc ici, je me souviens une fois on a eu une conversation où je parlais d'exécuter le calcul du variogramme en utilisant l'approche par multitrade. Et certaines personnes ont confondu multitrade et multiprocess. Dans la vidéo, je disais que j'ai plusieurs canaux d'exécution. C'était pas pour rien que j'ai choisi le thème canal. C'était pour une bonne raison. Avec les trades et les process, on peut faire la programmation en parallèle. Mais il y a une différence majeure entre les deux. C'est que le trade ne crée pas une copie de la fonction principale ou bien de la fonction qui est en parallèle. Le trade, c'est un canal. Dans ce canal, il y a une fonction qu'on exécute et on peut avoir plusieurs canaux où plusieurs fonctions sont exécutées, pas nécessairement les mêmes fonctions. Mais le process, c'est euh, d'une certaine manière, si je fais la différence entre les deux, le trade, c'est, on peut associer le trade à un canal d'exécution et le process à une mémoire d'exécution. Donc, le process, c'est une partie de la mémoire dans laquelle je copie tout le code principal et c'est le code là qui est exécuté. Donc, j'ai un code qui va s'exécuter et puis ce sera des exécutions en parallèle pour les process, à moins que je ne force la communication entre chaque process. De la même façon, et chaque process aura sa, sa mémoire qu'il est en train d'utiliser. Ça veut dire que quand j'ai créé une variable à l'intérieur d'un process, le process qui est de l'autre côté n'est pas nécessairement au courant que j'ai créé cette variable-là. Ceux qui ont l'habitude d'utiliser MPI, vous savez de quoi je parle. Quand je crée un vecteur dans un process sur MPI, ce vecteur-là vit dans ce process uniquement, à moins que je n'ai un MPI gather qui va récupérer les données de chaque vecteur créé dans chaque process pour populer le vecteur dans le process 0 qui est le vecteur qui va recevoir tout le résultat. Je ne sais pas si vous êtes familier à cette notion-là, mais c'est un peu comme ça que ça se passe. Avec MPI, par exemple, MPI, c'est une librairie qui est utilisée très souvent pour la programmation multiprocess, qui n'est pas multithread. Et ceux qui sont familiers à MPI, ils savent ce que je dis, ils savent de quoi je parle. Le multithread, par contre, c'est différent. Lorsque j'ai une variable qui est globale, je vais dire ça comme ça, globale par rapport au thread, si un thread est en train de modifier la variable là, et qu'un autre thread accède à cette variable en même temps, il peut avoir un problème de concurrence d'accès. Mais si jamais l'un réussit à avoir accès avant l'autre, le nouveau canal qui aura accès va accéder à une variable mise à jour. Ce n'est pas la variable que... Ce n'est pas une... En fait, il se partage la variable en fait. Donc, l'un peut modifier la variable et l'autre vient prendre la version modifiée pour utiliser dans son traitement et ainsi de suite et ainsi de suite. Par contre, avec le multiprocess, ce n'est pas établi de prime abord. Il va falloir que, par exemple, par le concours de certains, je sais pas, on va devoir utiliser certaines astuces pour établir cette communication-là. Donc ici, j'ai essayé de sortir des images pour expliquer, mais en gros, c'est un peu ça. J'ai essayé de sortir des images pour essayer d'expliquer ce que je veux par là dire. Hein. Un thread, tout simplement, je peux avoir un single process, comme dans ce cas ici, j'ai un seul process, et dans ce process, j'ai mon code, j'ai mes données, j'ai mes fichiers qui sont utilisés, et j'utilise mes mémoires, et j'ai le thread à l'intérieur.
qui est manipulé. Donc, j'ai une mémoire. La mémoire, il y a mon code, il y a les données. Ça peut être des données à l'intérieur du code ou alors des données dans les fichiers externes. Et puis, j'ai mes registres et mon stack. Et puis, j'ai mon thread qui est en train d'exécuter mon programme. D'une certaine façon, ça veut dire que lorsque j'exécute le main CPP, si je programme en C++, ce main CPP est en train de s'exécuter dans un thread. C'est le thread principal. Maintenant, si je veux créer d'autres, je peux utiliser les bibliothèques standards comme thread dans C++. Ou alors, je peux utiliser les bibliothèques compilées. Il y a des gens qui travaillent dessus qui proposent par exemple des bibliothèques qui ont déjà des fonctions prédéfinies qui peuvent te permettre de créer des threads. Et à l'intérieur, tu vas, c'est pas peut-être ajouter une fonction qui va faire un travail précis. Très souvent, ceux qui font la programmation web, ils aiment bien utiliser ça parce que tu peux, par exemple, gérer tes sockets à partir des threads. Parce que souvent, tu ne veux pas que certaines tâches soient bloquées par d'autres. Pas vrai? Tu veux que ça puisse être un peu indépendant, qu'il n'y ait pas une certaine dépendance entre ce que tu fais sur ta plateforme web. Donc, ceux qui font la programmation web, parfois, ils sont appelés à utiliser ça. Certains vont même l'utiliser sans savoir. Et certains sauront ce qu'ils sont en train de faire. Donc, ici, on a ce cas-là où on a un single, euh, on a un seul thread qui est utilisé. Et ici, on a le cas où les mémoires sont parallèles. Donc, si vous voyez les traits ici, c'est pour signifier que les mémoires sont parallèles. Le thread qui va s'exécuter ici n'est pas nécessairement au courant de ce qui se passe ici, parce que les mémoires sont parallèles. Même si c'est le même code, c'est les mêmes données, c'est les mêmes fichiers, les mémoires sont parallèles. Donc, ça fait que le vecteur que je crée dans ce thread-ci, il n'est pas nécessairement au courant du vecteur que je crée ici. À moins que, par exemple, je reviens encore sur MPI, à moins que je n'utilise une fonction comme MPI get pour récupérer chaque résultat que j'obtiens dans chaque thread et populer un vecteur plus grand qui aura les résultats de chaque canal, pardon. Donc, en quelque sorte, la différence, c'est que le thread, si vous avez peut-être 100 canaux qui sont en exécution, ils sont certainement en train de partager une mémoire. Mais les process, pas nécessairement, à moins que vous ne forcez le partage de mémoire, ce qui n'est pas une bonne idée. Chaque process va avoir sa mémoire d'exécution. Et à la fin, maintenant, ce que vous pouvez faire, s'il y a un résultat particulier que vous voulez récupérer, à la fin, vous pouvez récupérer ce résultat et ramener tous les résultats pour chaque process dans un seul process qui peut être le process principal. Je reviens encore sur MPI parce que MPI, c'est un peu comme une référence en termes de programmation multiprocess. Très souvent, c'est le process 0 qui est considéré un peu comme le process principal. Ça veut dire que j'exécute, par exemple, j'ai un vecteur qui est très grand et je vais peut-être faire bon, j'ai deux vecteurs qui sont très grands. Non, même deux vecteurs qui sont très grands. L'exemple est quand même bizarre. Ok, je prends l'exemple du varogramme encore. J'ai une base de données qui est très grande et je veux calculer le varogramme et j'ai déjà les valeurs d'équidistance. Je peux décider d'utiliser, ils appellent ça quoi encore? Round and Robin, quelque chose comme ça, qui est une technique suivant laquelle, si par exemple j'ai le vecteur d'équidistance qui est un multiple de 5. Je crée 5 process. À chaque fois, ce que je fais, je prends chaque valeur d'équidistance, je fais son travail dans un process et dans chaque process, je crée des sous-vecteurs. Donc, je vais avoir 5 sous-vecteurs qui auront des éléments que je vais utiliser pour remplir le grand vecteur du diagramme expérimental. Donc, si le grand vecteur du diagramme expérimental est un vecteur que je peux casser en 5. La première partie du vecteur sera par exemple le résultat qui vient du process 0. Deuxième partie, process 1 jusqu'au process 4. Donc c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Ça c'est pour le multiprocess. Pour la programmation multithread, je n'ai pas besoin de faire ça. Pour la programmation multithread, dans le thread principal, j'ai le vecteur qui est très grand. Et j'ai les valeurs d'équidistance. Maintenant, je peux juste, puisque le vecteur c'est un pointeur en fait, donc chaque thread peut fonctionner avec
une variable qui va pointer sur une position de mon vecteur. Donc, je n'ai pas besoin de récupérer des sous-vecteurs que je vais prendre pour populer le grand vecteur à la fin. Directement dans le multithread, je peux être en train de remplir euh, mon grand vecteur. Il y a des points positifs et des points négatifs euh, pour chaque approche, que ce soit par le multiprocess ou le multithread. Je ne vais pas entrer dans les détails à ce niveau ici parce que je voulais pas que la vidéo soit longue. Donc, du coup, j'espère juste que pour ceci, déjà, qu'il y a la différence entre les deux, c'est c'est clair. Si c'est pas clair, laissez un commentaire. S'il y a un truc que vous pensez que vous pouvez ajouter, laissez un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et si vous êtes timide et que le commentaire c'est pas trop votre truc, vous pouvez toujours me contacter directement. Ça me fait toujours plaisir d'avoir des conversations sur ce genre de sujet. Donc, d'ici à la prochaine vidéo, je vous dis ciao.